Ok, je te laisse faire Bonsoir à toutes l'intro, et à Eddy. tous. Bah oui, bien sûr, merci. Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve en mercredi 21h pour une AMA. Donc aujourd'hui, on va recevoir Yvan qui va nous parler de Mavia. Bonsoir Yvan. Bonsoir, Et hello, bien ravi d'être sûr, là. ah bah ça nous fait plaisir de t'avoir. Et bien sûr, interviewé par Max, hein. Bonsoir Max. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bah Donc écoute, aujourd'hui, Eddy, on entend ton, ton souffle dans le micro. bah je vais couper le micro, pardon. Donc bonsoir à tous. On reçoit pour la deuxième fois dans les collectionneurs Yvan, qu'on avait déjà reçu pour le projet Infectio, donc qui était un jeu développé sous Unreal Engine et qui était plutôt un FPS. Donc on va pouvoir retrouver Yvan une seconde fois pour qu'il nous parle de son nouveau projet qui est Mavia, qui est un play to earn, si j'ai bien compris, et qui se veut être un petit peu le Clash of Clans version crypto. Salut Yvan. Hello, alors ouais, merci pour l'intro. Je vais du coup vous expliquer tout ça. Du coup, pour ceux qui n'avaient pas vu la précédente vidéo, je me présente très rapidement. Du coup, je suis artiste 3D, j'ai 15 ans d'expérience et je faisais des animations 3D principalement, beaucoup de visuels 3D. Et depuis 3 ans maintenant, je développais mon propre jeu vidéo sur une Unreal Engine avec une petite équipe et que je finançais seul. Et cette année, j'ai eu une autre équipe qui m'a contacté et qui m'a proposé de prendre le lead d'un studio de jeux vidéo et d'animation euh, qui s'appelle Scryce. Et donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc, alors, avant ça, je devrais peut-être vous expliquer. Pardon, Scryce, donne-moi une seconde. Donc toi, tu les as rejoints à quel poste exactement? Alors, je les ai rejoints en tant que directeur exécutif et producteur. Et j'ai beaucoup de casquettes. Hop. Donc, je m'occupe également de faire la génération des terrains, parce que je suis technical artiste. Et du coup, je gère dans Houdini la génération procédurale, qui du coup fait que j'ai pu prendre en fait le lead de toute une équipe. En fait, on a plusieurs équipes, je vais vous expliquer ça. Euh, donc, on a, attends, je ne sais pas si j'ai un slide ici, peut-être que je mets ça sur le site de Mavia. On a déjà le site mavia.com que vous pouvez aller visiter. Et au niveau de l'équipe, je présente un petit peu notre équipe. Voilà. Donc, moi, je suis directeur exécutif et producteur. Et du coup, on a notre CTO, euh, Anne, et Tristan, managing director. C'est-à-dire qu'on est un petit peu les deux co-CEO. C'est ensemble qu'on gère toutes les décisions. Moi, je gère principalement toute la partie au niveau de l'exécution, de la création du jeu, du marketing, du trailer, et toute la partie CG, donc computer graphics, etc. Et Tristan gère plus l'aspect lié au développement stratégique de l'aspect crypto, tokenomics, etc. Même si je vous montrerai que j'interviens aussi là-dedans dans les simulations. Et on a Nam qui gère nos offices en fait au Vietnam, parce que Scryce à la base, ça a été deux studios au Vietnam qui ont été rachetés par des fondateurs et qui l'ont renommé comme Scryce, qui leur a permis de développer tout le prototype et la démo du jeu. À partir de là, du coup, ils ont levé des fonds et ils ont voulu du coup level up en fait tout le jeu et le marketing et compagnie. Et c'est là que moi je rentre en jeu. Et en addition de cette équipe de à peu près 40 à 50 personnes déjà au Vietnam, on a encore une équipe en Ukraine. Et là, en fait, moi je monte une nouvelle équipe de à peu près 45 personnes que je vous montrerai tout à l'heure en Europe principalement, mais un peu partout en fait. Et ça, cette fois-ci, c'est une équipe vraiment triple A. Voilà. Donc, du coup, voilà un petit peu pour Scryce et puis moi, qui je suis. Je retourne un peu à la présentation du jeu Mavia. Donc, du coup, c'est un mélange en fait de deux principes. On va dire que c'est un jeu inscrit dans la blockchain, donc avec vraiment une grosse intégration du modèle Play to Earn, qui a été vraiment customisé et on a vraiment intégré, je vous montrerai ça tout à l'heure.
Et on a tout on va dire le gameplay d'un jeu type Clash of Clans, avec avec des layers supplémentaires euh, que je vous expliquerai. Et il manque peut-être ici une troisième case qui serait qu'en fait, en termes d'univers, on est un petit peu sur du Overwatch, en termes un Alors, petit peu dans les grandes lignes. tu dis que c'est basé sur la blockchain. Est-ce que vous pouvez révéler déjà sur quelle blockchain ou pas encore? Oui, bien sûr. On est sur Ethereum et avec le layer 2 Arbitrum, afin de réduire les frais. Euh, alors, bon, je passe un peu les détails de gameplay. Si vous connaissez Clash of Clans, ça ne devrait pas être trop surprenant. J'en viens à la tokenomics. Donc, dans le jeu, enfin, dans l'écosystème, on aura deux tokens. On a le token Mavia et le Ruby. Alors, le token Mavia, c'est le token de gouvernance. C'est que celui-ci, que quand on possède un token Mavia, on possède une partie du jeu, en fait. Donc, c'est comme une part de posséder le jeu en lui-même. Du coup, les décisions aussi seront prises par les token holders. Et le Ruby, son objectif, c'est d'être maintenu à un prix à peu près stable, dans le but d'être... C'est la monnaie du jeu, en fait. C'est comme l'équivalent de gemmes vertes dans un Clash of Clans. Ici, ce sont des rubis, sauf que la différence, c'est que vous pouvez en gagner dans le jeu et les cash out. Donc, c'est les héros et voilà, les NFT s'achètent avec des Mavia, mais les upgrades pour ces héros s'achètent en Ruby. Euh, on a trois types de NFT qui sont les terrains, les héros et les statues, euh, tous trois upgradables de façon différente. Euh, je passe un peu les détails. Ça, ce sont du coup les anciens graphismes, si jamais. Euh, Et ici, voilà un petit peu pour l'écosystème, comment ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est que sur les exchanges, on récupère des Mavia, puis on les met sur son wallet, on les utilise sans aucun frais pour acheter sur le marketplace des NFT, qui peuvent être revendus également sans frais à tout moment. Et l'idée, c'est de les utiliser pour jouer au jeu. Et pendant qu'on joue, on gagne des rubis qui peuvent être mintés. Et lorsqu'on upgrade en fait ces NFT, et bien du coup on burn les rubis. Le but étant du coup de maintenir un taux d'inflation et de déflation qui soit contrôlé en fait. Euh, et lorsque on veut cash out du coup ces rubis et les revendre directement, il y a un fee de 15% qui lui aussi est brûlé. Donc ce qui fait que à chaque fois que c'est brûlé, le prix augmente, à chaque fois que c'est minté, le prix descend. Et du coup, c'est pareil, les gens sont invités du coup avec un bonus à passer par ce biais-là, parce que du coup, ça donne une bonne pression pour le système, puisque du coup, c'est des liquidités, etc. etc. Euh, je peux rentrer dans plus ou moins de détails selon ce que vous voulez. Voilà un petit peu le principe de base de comment ça fonctionne. Et du coup, le principe, c'est que dans le jeu, les rubis, c'est notre objet principal, d'accord? Enfin, notre objet de luxe, on va dire. Il sert à upgrade son headquarter, ses héros, ses statues, à acheter de l'or ou du pétrole, à speed up ses process, et puis tout ce qui est skin, décoration, et enfin un peu plus que ça d'ailleurs, je vous montrerai un peu plus tard. Donc ça, c'est un peu des façons de les utiliser dans les grandes lignes, et voici des façons de les gagner, donc en gagnant des batailles, en gagnant des défenses, en détruisant des obstacles, en réalisant des challenges, et peut faire des partenariats et il y a aussi les wager match. Donc en fait, les wager match, l'idée c'est que le gagnant prend tout. Donc le montant, il est à définir par les joueurs. Donc vous pouvez mettre 10 rubis, 100 rubis, 10 000 rubis et le gagnant remporte tout. Et à chaque fois, il y a un petit pourcentage qui est brûlé. Donc, ce qui fait que du coup, en participant à ces événements-là, et ben, du coup, il y a à chaque fois, en fait, ça nourrit l'écosystème afin de maintenir le rubis le plus haut possible. Enfin, pas le plus haut possible, pardon, le plus stable possible, parce que du coup, ça permet en fait d'avoir l'écosystème qui est sain. Il y a trois façons du coup de gérer les terrains, d'y jouer. La première, c'est d'acheter un terrain et d'y jouer tout simplement. La deuxième façon, c'est de louer un terrain d'un des land owners qui voudrait le louer. Et la troisième façon, c'est de faire un partenariat. Et ce partenariat, du coup, il y a un pourcentage qui est à définir par le land owner. Il pourrait mettre 20%, 80 ou 80-20 ou 50-50 avec un joueur. Donc, par exemple, on a déjà des démonstrations d'utilité comme des guildes qui achètent des terrains et vont faire des partenariats avec des pro gamers.
Et du coup, ça permet en fait d'avoir le pro gamer qui gagne des rubis. Le landowner est content parce que du coup, ça lui fait que les matchs sont retranscrits en live et du coup, ça permet d'avoir cette audience. Il y a encore d'autres exemples, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est dans cette optique-là que c'est fait. Ce qui veut dire que en fait, on peut avoir deux joueurs pour chaque base, un joueur qui est le landowner et un autre joueur qui est le partenaire ou la personne qui loue le terrain. Et dans le cas où tu loues le terrain, en fait, tu récupères tous les rubis que tu gagnes avec ce terrain. C'est l'idée. Quand il y aura un marketplace, etc., etc. Je passe un peu tous les détails. Le jeu, il se joue sur navigateur web et navigateur sur mobile. Et il y aura des versions free-to-play sur iOS et Android qui seront une passerelle vers le jeu NFT. J'ai du coup, j'aurais une question un petit peu plus tard. Ouais, dis-moi. Enfin, je sais pas si vous avez déjà réglé ces problématiques, mais par exemple, je sais pas si tu as vu, mais tu as un des jeux du Bored Ape Yacht Club qui s'est fait bannir. Encore une fois, corrigez-moi si je me trompe, hein, dans le chat. Mais il me semble que le jeu des Bored Ape s'est fait bannir de l'Apple Store parce que bah, Apple, Alors, visiblement, n'est pas très friendly avec les NFT. Donc, c'est la solution que je viens. Alors, en fait, dans ce que j'ai expliqué, c'était la solution. En gros, le jeu crypto, avec des rubis, etc., Play to Earn, il est sur desktop web et mobile browser. Ça veut dire que tu peux lancer le jeu sur mobile ou sur PC. Ça fonctionne dans les deux cas. Mais c'est pas via l'Apple Store parce qu'il suffit de te connecter via un web browser. D'accord. Et on pourra faire une application comme ça. Et pour une application native, comme tu l'as dit, et dans l'Apple Store, c'est un problème. Ils veulent pas. Et du coup, je sais ce que ça change. La solution, c'est de faire une deuxième version du jeu qui est cette fois-ci un free-to-play sans les rubis, mais où cette fois-ci, c'est une autre version qui peut du coup, comment dire, qui peut apporter une passerelle vers l'autre jeu. Par exemple, on va faire des, tu sais, par exemple, il y a des tournois et naturellement, les landowners du jeu principal, en fait, vont être intéressés d'en faire des partenaires, tu vois. Tous les bons joueurs du jeu free-to-play seront des partenaires du jeu euh, play-to-earn, tu vois. En tout cas, ce sera, disons, de cette manière-là qu'on va apporter une passerelle de le grand public vers un jeu orienté NFT. Ce qui est du coup pas forcément quelque chose de facile à faire, de dire aux gens, hey, installe un MetaMask, installe ci, installe ça pour enfin commencer à jouer. Du coup, c'est l'idée d'avoir en fait une version différente, mais à peu près pareille, pour sensibiliser les gens au jeu, à la franchise, à rentrer dans le délire, et puis après, s'ils ont envie d'en gagner du rubis, ben, ils passeront à l'autre ça, version. c'est assez intéressant et audacieux de proposer justement les deux versions. Mhm. Bah, je pense que le but final, et c'est ça qu'on aimerait faire, mais step by step, c'est à la fin, c'est d'essayer de connecter ces deux mondes, tu vois. J'ai pas envie d'avoir pour une éternité des jeux crypto qui ont que des joueurs crypto. Le but, c'est de réussir à trouver un écosystème où je pense que tout ça peut fonctionner ensemble. Et à la fin, d'avoir des jeux qui sont très populaires, mais qui sont pas uniquement réservés à la niche, tu vois, qui est actuellement uniquement les joueurs crypto, tu vois. Je pense qu'il y a un mélange à trouver, un équilibre, parce que je pense qu'il bénéficie tout le monde, hein, j'entends. Ok. Bon, voilà. Sinon, pour la distribution des tokens, je ne sais pas si vous avez des questions, si je dois expliquer ça. En gros, l'équipe Scryce, c'est 22%, toute une part pour le stacking. Il y a aussi d'ailleurs une nouveauté aussi, c'est le alors, je peux aussi préciser, du coup, je vais passer à un autre truc. Du coup, sur l'agenda, en ce moment même, en fait, on a les whitelists. Du coup, c'est en cours. Et là, actuellement, on est le 12 janvier, donc jusqu'au 23, on a les whitelists qui sont en cours. Et il y a différentes façons d'y participer. Et actuellement, là, on avait fait un concours et on a eu les costumes légendaires qui ont été distribués. Ça va faire la communauté justement la possibilité de choisir. Euh, voilà, j'en ai fini pour cette première partie. Je peux vous montrer aussi les types de bases, les types de terrains qui sont dans le jeu et à quoi ça ressemble. Donc, l'idée, c'est que les terrains sont...
Donc du coup, notre génération unique de terrain, c'est juste un des exemples. Ça montre un petit peu la direction dans laquelle on se dirige. Chaque terrain qui est unique. Ici, c'est à ça que ressemble en tout cas notre proof of concept. Ça va être encore amené à être beaucoup amélioré, mais ça montre un petit peu le niveau de détail qui va être ajouté. Ces châteaux sont complètement temporaires, hein. Je t'expliquais qu'on était sur un style Overwatch. Donc on va être sur un truc sci-fi avec beaucoup d'éléments en fait qui vont être uniques sur chaque terrain. Et c'est une vue un petit peu dans Houdini pour montrer comment c'est généré. Et l'idée qui est assez sympa dans ce projet, c'est que en fait, on est en train de créer une world map gigantesque. Et ça représente 4600. Chaque carré que vous voyez, c'est un terrain. Donc les terrains que vous avez vus juste avant, c'est placé ici, de manière unique. Et chaque personne qui du coup achète un terrain, eh bien ce terrain existe dans la map à un endroit précis. Et donc les features qui sont sur ce terrain changent en fonction de son placement. Un exemple, ici vous voyez tous ceux qui sont rouges, ce sont des terrains qui sont légendaires, mais qui sont près de la falaise. Et parce qu'ils sont près de la falaise, du coup, le système va faire en sorte de leur créer des falaises dans leur terrain, y compris celles qui sont en bleu ici. Elles sont près d'un lac, donc il y aura un lac dans les coins de la map. Et du coup, c'est comme ça que c'est distribué. Et Ici, on a. Dis-moi. ouais, j'ai juste une petite question qui me vient. Et du coup, en termes de gameplay, par exemple, le fait que ce soit proche d'une falaise ou pas, est-ce que ça change ou c'est plutôt vraiment de l'esthétisme sur les terrains ou est-ce que tu as vraiment un meilleur rendement en ayant par exemple un terrain près d'une falaise? Non, alors justement, l'idée, c'est de ne pas avoir d'avantages ou désavantages en fonction de ton placement. L'idée, c'est le terrain en fonction de son lieu, ça va changer justement que la partie décoration. Mhm. Parce que sinon, ça en ferait clairement un jeu où, comment dire, un pay to earn, enfin, pardon, pas un pay to play, tu vois. C'est comment dire? Quand tu Ouais, payes de l'argent pour gagner, tu vois. Pay to play. win. Ouais, Pay voilà. to, Oui. pay to win. Excusez-moi, je suis vraiment fatigué. Et, et du coup, l'idée, non, c'est que tout le monde a en fait le même pied d'égalité quand il commence. Donc, il n'y a pas d'avantage particulier à être sur un terrain plutôt qu'un autre. Ça, c'est vraiment une décision qui a été prise pour justement faire en sorte que ce soit fair play. Et il y a un avantage à être sur les légendaires, peut-être sur les rares, je suis plus très sûr, mais c'est que tu augmentes légèrement le nombre de, d'obstacles qui apparaissent. C'est les petits obstacles que tu peux éclater et puis tu gagnes un petit truc. Bah, du coup, c'est vraiment très anecdotique, tu vois. C'est plus pour faire un clin d'œil, genre, hey, merci, tu vois. T'envoies des bonbons, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'équitable parce que ce sont c'est ce qui compte, ce qui va être dessus qui va faire la différence entre les joueurs. Ok. Du coup, voilà un petit peu un exemple aussi de à quoi ça ressemble. Du coup, je génère en fait chaque terrain, tu vois, comme je l'expliquais. Et chacun d'entre eux, en fait, sur la grosse map, a des features, comme si c'est un lac, etc. Et c'est placé de manière procédurale dans ces stats. Oui, pour ceux qui posaient des questions, du coup, non, non, c'est pas un taux de loot qui a augmenté, c'est juste quelques obstacles en plus. Les obstacles, c'est vraiment un détail. Le but, c'est anecdotique, c'est juste un petit clin d'œil. Merci d'avoir pris un légendaire. C'est vraiment pas de changer le gameplay pour que vous ayez un avantage. Voilà, du coup, ça vous montre un petit peu à l'écran comment ça fonctionne et la distribution de tous ces terrains. Et ça, vous comprenez que c'était du coup seulement 4600 terrains, mais que 4600 land, mais en fait, la totalité du terrain représente plus de 100 000 terrains, pardon. Et du coup, ce sera réparti sur l'ensemble de la map avec différents biomes. Euh, il y a 8 biomes différents et qui seront release tous les 3 mois. De la neige, un volcan, du désert, Alors etc. moi j'ai quand même une question. Je vais m'excuser devant tout le monde par avance parce que j'avais dit à Yvan en off, ouais, promis pas de questions pièges. Mais celle-là elle est peut-être un petit peu piège. Du coup, pour un investisseur, puisque j'ai vu qu'il y avait un système où tu peux rent, où tu peux louer tes terrains, et que j'ai vu que les terrains des légendaires, par exemple, ils pouvaient être plus chers que les normaux.
Du coup, c'est quoi un peu l'intérêt d'acheter un légendaire si pour le même amount, tu peux en avoir 3 normaux qui vont te générer plus d'argent, à la location finalement? Mhm. Bah ça, je te dirais que ce sera totalement à toi de choisir le moment où tu feras ton choix. On a vu des trucs très différents. Beaucoup de gens qui s'en foutent en fait et qui veulent tout simplement un légendaire parce que c'est légendaire et parce que c'est cool. Donc ça dépendra de chacun. Mais le principe, c'est d'avoir un point d'égalité de départ pour tous les joueurs, tous les terrains. Il n'y a pas d'avantage à avoir un légendaire ou bien à avoir un commun. Le petit avantage, c'est comme je l'ai dit, un clin d'œil, quoi. Comme si dans un jeu, tu recevais un colis par la poste avec seulement une pièce d'or de temps en temps, tu vois. Wouhou, ça n'a pas changé le gameplay, mais c'est sympa. Donc c'est pas le but. Et pourtant, bah, je te dis qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. C'est parce que graphiquement parlant, ça sera plus joli et qu'ils seront plus rares. Donc Et c'est plus forcément, une question de prestige, éventuellement pour des gens qui voudraient c'est streamer ou montrer que, ils exactement. ont un terrain plus rare. OK. Non, C'est c'est ça. clair. Non, le but, c'est pas de limiter les features dans le jeu. Si tu avais pris un légendaire ou si tu avais un commun, tu as accès à tout de la même manière. Mmh. C'est vraiment pas le but de verrouiller le jeu basé sur combien tu as mis d'argent quand tu es rentré dedans, en fait. Donc, non. Purement graphique. La même question que si tu me poserais pourquoi est-ce que quelqu'un achèterait un skin pour un personnage. Bah, écoute, toi de me dire quoi. Chacun mettra sa réponse. Euh, ok, donc du coup, je vais continuer. J'étais sur quoi? Je montrais un petit peu la génération de tout ce qui était terrain, etc. Avec le principe ici de Rondini, pour ceux qui s'intéressent à... Parce que je crois qu'ici, on a des artistes de 3D, n'est-ce pas? Tout à fait, ouais. Des gens Voilà, qui sont du coup, familiers, à la 3D. c'est comme ça que du coup, je génère mes setups. Du moindre, les blades d'herbe, elles sont aussi en 3D, les arbres aussi, etc. Et ça reste du temporaire, c'est vraiment du proof of concept. Mais l'idée, c'est que je fais toute la modélisation et tout dans Houdini, et après, je fais le rendu avec Redshift. Et, euh, et j'essaie d'automatiser un maximum les process, histoire de pouvoir update les librairies, si jamais c'est Noël, si jamais c'est Pâques, etc. C'est un petit peu une idée avec le concept d'avoir en fait tout un terrain autour et ça hérite des attributs qui sont de la world map. Du coup, l'idée c'est qu'après en fait on sait que ça c'est la base, je sais pas moi, 24 321. Et ben en fait on va regarder c'est quoi les attributs, où elle est placée et en fonction de ce que ça nous retourne, ici on génère quelque chose d'approprié. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Et du coup, c'est bien parce que ça permet de. Du coup, je vais peut-être passer à un autre sujet. Du coup, c'est le fait que du coup, j'ai pu monter vraiment une grosse équipe, une vraie Dream Team. Je vous montre un petit peu la taille de l'équipe. Donc ça, c'est les gens qui sont juste dans ma team. Dans ma team. Du coup, on a beaucoup de gens. Il y a plein de personnes qui font des caras 3D, qui font de l'enviro. On a la direction, on a plein de FX artistes, technical artists, lighting rendering, etc., animation. Révise et voilà. Et je vous passe le fait, mais qu'on a beaucoup de bons profils dans l'équipe. Par exemple, il y en a un récemment, il a bossé sur Arcane pour Netflix. On a des gens qui ont bossé sur les Call of Duty, etc., etc. Donc, on a vraiment pu aller chercher. Et c'est ça qui est assez exceptionnel, c'est que j'ai vraiment pu aller chercher plein de très bons profils qui m'ont permis de choisir d'abord les leads, les seniors, les supervisors pour vraiment construire quelque chose de solide. Et du coup, une de nos premières missions, ça c'est à peu près à ça que ressemblent les designs du jeu de la V1. Et là, l'idée, c'est qu'on est en train de refaire tous les designs pour une V2. Voilà, donc la moitié de ces personnages-là ne seront pas dans le jeu, ou disons, seront dans le jeu, mais changés, transformés. Et je peux vous montrer par exemple notre premier storyboard. Petite, Euh, précision pour tous les gens qui Dis-moi. posent des questions dans le chat. On viendra, en fin de live, répondre, à toutes les questions. On essaie généralement de garder ça un petit peu pour la fin. Donc sachez que ceux qui ont posé des questions dans le, channel, chat AMA, c'est pas parce qu'on n'y répond pas maintenant qu'on va pas y venir. Voilà. Excellent. Euh, alors, du coup, pop, pop, pop. Je vous montre un petit peu. Du coup. Oups. Donc du coup, ce que tu nous disais en début de live, pour les gens qui seraient arrivés après, c'est que tu es responsable de, on va dire superviser un petit peu, la création, du jeu, du recrutement et aussi, de la partie trailers. C'est ça, exactement. Je dirais que j'ai à peu près 6 tâches, six tâches importantes.
La première, c'est superviser tout ce qui est trailer. Donc, du coup, là, j'ai un rôle de directeur, de producteur, principalement, pour voilà, faire les scripts, bouger tout ce que ça se met en place. Mais le but, c'est que j'ai pu recruter toute cette grosse équipe pour m'assister. Et, euh, et du coup, on va créer des trailers ensemble. Et l'idée, c'est d'avoir des trailers une fois tous les mois. Parce qu'on va avoir un système on veut avoir en fait des updates tous les 3 mois environ. Euh, et à chaque fois avec du coup des terrains, un biome et des nouveaux héros et nouvelles unités. Et j'expliquerai un peu plus sur les héros et compagnie. Euh, et voilà, là, je voulais juste faire un petit crochet sur un petit peu le storyboard, sur ce qu'on est en train de créer en fait. Euh, où l'idée c'est qu'au début tu commences à l'intérieur d'un rubis, tu penses que c'est de l'énergie ou une nébula. Et finalement en fait ça se trouve dans les mains de cette fille qui est un des héros qui du coup va smasher ce rubis. Et c'est parti pour la scène fight. À chaque fois, en fait, on essaie de présenter un peu chaque personnage, chaque unité du jeu. Et dans l'explosion, on découvre justement un rubis qui brille et les hélicoptères qui arrivent et qui font la transition où en fait on voit que dans le monde de Mavia, les choses continuent et que les gars continuent de se tirer dessus et de s'envoyer des bombes et de continuer de construire. Et là, tu vois, voilà, ce sera notre premier trailer. Et je pense que c'est assez sympa. Ici, je peux vous montrer un petit peu notre layout. C'est le même principe, cette fois-ci en 3D. Ah, un petit peu de progrès, work in progress. C'est pas la dernière version, on est en train de la changer. Pas les mecs qui tirent en l'air, mais. Ah bon, évidemment, vous avez compris que ça s'appelle le layout, hein, donc pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est pas du tout, je suis pas en train de vous montrer une version finale. On On peut a nouveau vulgariser un. ça, on peut vulgariser ça en disant que c'est une espèce de storyboard 3D animé pour se C'est donner une ça, idée. c'est ça, exactement. Et pour vous montrer du coup un petit peu l'univers dans lequel on se trouve, donc mon idée pour intégrer le rubis dans l'univers, c'est de dire que ce rubis, en fait, il a une énergie à l'intérieur. C'est comme de l'uranium, mais qui n'a pas de problème de santé. Et du coup, tu peux faire une statue avec des rubis. Et tout le monde, du coup, vient sur Mavia parce qu'en fait, il y a vraiment toute une concentration de rubis ici. C'est comme un peu la découverte de l'Amérique, la colonisation d'un nouveau territoire. Tout le monde vient de l'univers en fait pour coloniser cet endroit. Dépensent leur dernier argent pour récupérer un terrain sur place sur le billet sur leur billet de voyage. Et ils arrivent ici et ils commencent à construire. Donc l'idée en termes de direction artistique, c'est que euh, ils vont passer au travers de 3 tiers, 3 évolutions. Donc, au début, comme ils viennent d'arriver, les colonistes qui sont les joueurs au final, hein, et qui arrivent en fait sur Mavia, après avoir acheté leur terrain et leurs tickets, ils ont utilisé leurs dernières ressources et en fait, ils vont construire en vitesse leur base pour commencer à produire des ressources et à construire leur armée. Donc la plupart des designs vont ressembler à des trucs comme ça, un peu le Junktown, tu vois, ce genre un peu de truc à faire avec la claire récup. Et progressivement, au fur et à mesure des évolutions du headquarter, ils vont passer au travers de différents tiers. Le second tiers, c'est une sorte de ce que j'appelle un peu renaissance sci-fi. Donc renaissance, c'est pas à prendre au pied de la lettre, mais c'est l'idée d'avoir des bâtiments un peu modernes, mais bien jolis, avec un peu de fioriture, tu vois, mais avec aussi toute une notion d'hologramme. Un truc un peu dans ce style-là, mais sans les pots de fleurs, etc. Et, euh, et c'est un petit peu ça devient un petit peu l'arrivée à la modernisation et le moment où les joueurs au niveau 5 commencent à se tourner vers OK, et maintenant, bah, ils commencent à visualiser le endgame, tu vois. Donc c'est un petit peu cette transition vers le endgame. Et en fait, à la fin, l'idée, c'est de finir sur un truc un peu Dubai, Las Vegas, sci-fi, parce que l'idée, c'est que les joueurs, en tant que colonistes, maintenant, tu es le roi du pétrole, quoi. Tu coules à flot sur le rubis et niveau 10, ben, tu vois, tu en es au point où tu veux, comment dire, exposer au monde un petit peu ta richesse, mais de manière complètement excentrique. Tu vois, as tellement d'argent que
Et c'est multiculturel de base parce que c'est comme en Amérique, tu vois, il y a tout le monde qui vient d'arriver depuis, c'est encore pire, c'est tout le monde vient de l'univers, tu vois. Donc il y a même carrément des animaux, tu vois, qui sont des personnages, il y a des robots, du coup ça apporte forcément son lot de trucs qui sont construits ensemble et qui peuvent être du coup assez sympas et variés. Du coup on est assez... et pour l'instant on est sur 10 levels, mais on n'exclut pas par la suite d'avoir un 11e, un 12e, etc. Tu vois. Parce que ça fait partie de l'évolution du jeu, de créer plus de contenu et d'avancer là-dessus. Je peux montrer un petit peu des personnages. Au niveau des personnages, du coup, ça c'est les nouveaux, c'est ceux de la V2. Du coup, on a un petit peu ce set de persos. Un exemple, on a un qui est assez drôle, du coup, c'est on a essayé de faire des références à l'univers des cryptos. Donc ça, c'est par exemple c'est le roi des gorilles aux mains de diamant. Parce qu'on dit Diamond Hands, tu sais, je pense que j'apprends ça à personne ici. Et du coup, voilà, c'est un gorille qui a les mains de diamant. Et du coup, il est très confiant, il est sage, etc. Et on a sa version de base, qui est un peu la version de l'unité, en fait, euh, qui serait un petit peu un remplaçant pour une unité telle que le géant, tu vois, ou le tank, euh, des choses similaires. Et ce que je peux vous montrer, du coup, on a les unités de base. Donc, on a par exemple le barbare. Celui-là, on l'a déjà aussi en 3D. Que je vous montre quelque part sous la main. Euh, Yes. Ça, c'est la version en 3D du même personnage. Là, je vous montre des concept art, je vous montre pas les versions 3D, mais bon, faudra imaginer. Euh, voilà, donc ça, c'est notre barbare, et il est inspiré un petit peu de viking sci-fi, avec son frangin, le marine. Il y a le barbare qui est un peu le taré de service, qui fonce, tu sais, dans les tourelles et qui fonce dans les murs, pendant que son frangin, en fait, euh, fait à chaque fois des bons coups, et lui, il pense toujours que c'est lui le meilleur. On a la markswoman, qui est le sniper élite, donc elle est la version élite du marine. Euh, Sniper ici. Ensuite, je vous montre un peu des persos qu'on a. C'est le barbare élite, du coup, la version élite de l'autre, avec son bouclier, plus de défense. On a le Dodge Rocket, qui lui est un personnage assez déjanté. Le but, en fait, donc il est un peu inspiré du même. Mais le but, c'est d'en créer une version un peu plus inspirée de Crash Bandicoot. Tu vois, un perso un peu déjanté. Ou bien, inspiration, c'était aussi euh, Junkrat dans Overwatch, ou bien Jinx, ou Crash Bandicoot, tu vois. Et c'est un petit peu, on essaie de faire une autre version du Doge, en fait. Et il y a aussi une deuxième version qui est la version héros, qui celle-là est inspirée un peu plus du Chad Doge, tu vois, avec une version un peu plus bodybuildée du perso. Et ça, c'est pour le héros, quoi. Et l'idée que j'aime bien avec ces persos, c'est qu'en fait, ce que j'essaie de faire, que je trouve assez cool, c'est d'essayer de créer des personnalités autour de chaque personnage. Et en fait, ces persos, dans l'idée, ils sont complètement tarés, mais quand ils se font prendre la main dans le sac, ils se retournent et ils font la tête du doge, tu sais, habituel. C'est genre, on dirait genre, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. Donc, C'est- euh, J'ai juste une petite question, peut-être. C'est quoi la différence entre les personnages et les héros? bonne question. Alors du coup, en gros, en gros, les unités, ce sont les unités de base que tu entraînes dans les casernes. Ça coûte uniquement des pièces d'or et genre du pétrole, tu vois, pour entraîner ces unités, etc. Et Ok. par contre, les héros, ce sont des NFT. Donc les héros, ils ont toute une gamme d'évolution à eux-mêmes, en fait. C'est comme les héros de Genre, ils Clash ont of Clans, quoi. Ouais, mais avec beaucoup plus de profondeur, parce que du coup, par exemple, chaque héros peut avoir des pouvoirs, et chaque pouvoir peut avoir des améliorations. Euh, on a des pets aussi sur les persos, et il y a 50 niveaux, où à chaque fois, en fait, le perso, il part depuis le niveau enfant
à adulte. Il faudrait que je te trouve ça quelque part. Attends. Ok, et du coup, est-ce qu'il y a un nombre limité de héros ou pas? Alors, je te montre ça tout de suite. Parce que, attends, c'est une bonne question. Je peux te sortir ça ici. Je vais Parce que me moi, sortir je des vais exemples. avoir plein de questions parce que j'ai beaucoup joué à Clash Mhm. of Clans. D'ailleurs, j'ai toujours le jeu et j'y Ouais. joue encore, donc j'aurai beaucoup de questions, ça c'est sûr. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Euh, Bah, du coup, attends, je vais essayer de finir un petit peu, comme ça je me perds pas trop. Oui, oui, pas de souci. Et, en gros, l'idée, c'est que, ouais, donc au niveau des héros, on aimerait en avoir pas énormément. Donc en fait, on est sur une idée d'avoir on va commencer avec seulement 3 héros. Après, on va en sortir un tous les 3 mois environ, à chaque fois qu'il y a une update. Et l'idée, c'est d'en avoir peu, mais d'avoir beaucoup de profondeur avec chaque perso, beaucoup de customisation et d'upgrade. Donc, on aimerait vraiment un exemple, ça pourrait être que tu as 4 types de sorts que tu peux avoir sur ton héros, mais tu peux en utiliser seulement 2 en même temps. Ce qui du coup fait que les gens vont avoir en fait des héros qui sont peut-être le même, mais avec une customisation du coup qui est différente. Parce que tu utilises 2 sorts A et B plutôt que le C et le D, tu vois, ça va pas faire le même résultat. Et c'est un peu dans ce genre de direction-là qu'on pousse pour avoir quand même beaucoup d'évolution et de variance sur les héros. Et on a aussi les statues qui, elles, sont aussi des NFT qui, elles, apportent en fait un bonus dans la zone. Enfin, pas dans la zone, pardon, de manière générale. Comme par exemple augmenter sa chance, augmenter la vitesse de production des unités, ce genre de choses. Est-ce que vous voulez commencer par faire déjà un round de questions Et ou... du coup, juste par rapport au Ouais. NFT, il y a une supply définie ou... Ouais, alors du coup, au niveau des terrains, la supply, c'est 100 000, d'accord, en total. Il y aura 100 000 terrains en vente, mais on commence avec seulement une partie qui va être. Alors j'ai ça sur le doc juste là. Hop, je te reprends ça ici. Donc du coup voilà comment on a reparti en fait les terrains. Du coup il y aura 70% des terrains qui seront communs, 20 rares, 10% qui seront légendaires. Ok. Et ensuite, ça je vous ai montré. Voilà ici là. On avait en fait, ça c'est les premiers terrains. Donc on en a 4000 qui ont fait partie des préventes. Il y a certaines guildes qui ont voulu acheter par exemple pas mal de terrains en lot. Ensuite on a les 2000 pour la whitelist et 1000 pour le public. Et ça représente le premier lot en fait qui va être du biome tropical. On commence avec la zone tropicale. Et par la suite, on ne reviendra pas sur la zone tropicale. Ensuite, on ira sur autre chose, sur le désert, etc. Tu comprends? Est-ce que ça Mhm, ok, et du répond à ta coup, question? ouais, mais du coup aussi par rapport aux héros, vu que c'est aussi des NFT, là aussi il y a une supply limitée? Pour les héros, je ne sais plus où c'est qu'on en est resté pour les héros. Je vais poser une question à mon partenaire et te dire dans quelques minutes. J'aurai la réponse dans quelques minutes. Tu peux Ok, me poser ça une marche. question si tu as longtemps. Je pense pas que. Enfin, le principe, en fait, si tu veux, c'est de laisser aux gens avoir tous la possibilité d'avoir un héros. Le but, c'est pas d'avoir vraiment un truc très. Oui, euh, oui. de bloquer l'accès sur les héros. Donc, en fait, il y aura un nombre qui sera soit. Enfin, qui va forcément pas forcément être illimité, mais qui sera sûrement proche de nombre de lands, tu vois, à Ok. quelque chose près. Par contre, là où il y aura beaucoup de choses qui seront à des quantités limitées, c'est pas les héros eux-mêmes, mais c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir acheter avec ces héros. Donc, comme en fait, les choses que tu peux acheter dans le jeu, c'est lié au rubis, que le rubis, tu sais ce que tu gagnes dans le jeu, il faut avoir aussi énormément de raisons de les dépenser. Il y a un mécanisme, d'ailleurs, il faudrait que je vous montre ça aussi. Je peux montrer un petit peu comment est-ce que, du coup, on... On, on va peut-être passer à quelques questions d'abord, puisqu'il y a des questions qui datent quand Ouais, même allons-y. un petit moment. Donc il y a une première question, et on remercie tous les gens qui posent des questions. D'ailleurs, il y a des types de pins, le nouveau token des collectionneurs pour les gens qui participent aux questions. Euh, on les remercie et ils sont remerciés. Donc il y a Roger Nomo ou Roger Nomo, je ne sais pas trop comment le prononcer, qui demande. Sa question est assez longue. C'est une de mes questions. C'est qu'est-ce qui sera on-chain et qu'est-ce qui sera off-chain?
J'ai bien compris que vous allez sur Arbitrum pour réduire les coûts de gaz, mais j'imagine que tout n'a pas besoin d'être on-chain dans le gameplay. Par exemple, est-ce que tous les héros sont sur la blockchain? Est-ce que chaque amélioration et upgrade sera une interaction contrat? Je suis curieux parce que même avec des frais réduits sur Arbitrum, j'ai quand même l'impression qu'à force ça peut chiffrer. Et deuxièmement, il pourra y avoir à terme des délais de validation lorsque le trafic sera plus élevé sur ce layer 2. Ok, en fait, en gros, pour répondre à cette question, je pourrais te dire que les héros sont les NFT, d'accord, comme les statues et les terrains, mais tout ce qui va être une potion que tu utilises comme un consommable, les skins ne sont pas des NFT. Ils sont attribués au NFT. Le NFT, il sait qu'il a tel skin, etc. Mais il a pas. Enfin, comment tu vois ce que je veux dire? C'est Il n'y a pas besoin d'un... voilà, un skin n'est pas un NFT. Ok. C'est voilà, ça c'est important à savoir. Du coup, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir en fait une transaction à chaque fois que tu achètes en fait un NFT a priori dans le jeu. Ah, pardon, pas, excuse-moi. Si tu achètes un skin dans le jeu, on n'a pas besoin d'aller a priori payer des gas fees ou des trucs comme ça. C'est pas le but. Il y a Esteban qui demande quand sera la pre-sale du token. Est-ce que tu as une date à nous donner? Excuse-moi, pardon, je lisais la réponse. Mon partenaire me disait aussi tous les NFT sont sur la chain et Mavia, les Mavia et les Ruby. Les tokens Mavia, les tokens Ruby et tous les NFT, c'est sur la blockchain. Tout le reste n'est pas. Il n'a pas besoin d'être. Enfin, c'est-à-dire que c'est attribué, ils savent que telle et telle chose. Ok. Excuse-moi, la question, j'ai pas. Tu peux me répéter? Ouais. Quand sera la pre-sale du token? La presale du token va être. Donc, il y a déjà eu une presale qui a été faite pour les, euh, pour les VC. Ok. Donc, il y a tout un round qui a été fait. Et maintenant, du coup, on se dirige vers la release. Et la release se situe fin du Q1 2022, donc d'ici quelques mois, très peu, un ou deux. Et voilà. Ensuite, j'ai une réponse sur la limite des héros. Euh, pour l'instant, ça n'a pas été annoncé, euh, mais il n'y a pas vraiment de raison de mettre une limite dessus, sur les héros. Et on vise à avoir 4 héros par base. D'accord. Donc, il y aura selon ton niveau de HQ, tu vas pouvoir débloquer un héros supplémentaire. Mhm. Si je dis pas de bêtises, au niveau 1, tu en as un, au niveau Ça 3, veut tu en dire as un quoi? autre, au niveau 5 et au niveau 7. Ça veut dire quoi, HQ? Ah, pardon, excuse-moi, c'est Headquarter. C'est l'élément principal, ta À l'hôtel base, en de fait, ville, quoi. l'hôtel de ville, voilà. Ok, ok. Une autre question, du coup, ben, qui avait déjà été répondue dans la présentation, c'est une autre question d'Esteban. Donc, quels seront les assets au format NFT et quels seront leurs prix? Donc, tu nous avais parlé justement des statues, des terrains, et je ne sais plus quel était le troisième, Les héros. les héros. Et est-ce qu'il y a déjà une idée des prix ou c'est pas encore public? Pour les NFT, les terrains, oui, c'est public, c'est là. On est sur 0,3 Ethereum pour. Donc, ça, comprenez, ça, c'est la whitelist. Et ces prix-là, ouais, c'est facile la whitelist et ce sera les prix-là, en fait, on va appliquer et maintenant et après. Euh, Et voilà, donc on est sur 0,3 ETH pour la laine en commun, 0,6 pour la rare, 0,9 pour la légendaire. Ok, Et, ça marche. et puis pour les héros, c'est pas encore annoncé. Alors, il y a une question de Charles d'ici. Quel est l'intérêt pour un possesseur de land de louer son land plutôt que de farmer lui-même si celui-ci compte grind? Alors, très bonne question. Du coup, pour reprendre, c'est un petit peu la question qui était, c'est là. Donc, J'imagine, en gros, il demande pourquoi est-ce que tu ferais du renting en fait, alors que tu pourrais farmer toi tout seul? ouais, Euh, j'imagine que ça prend sens quand on a plusieurs terrains. Exactement. Si tu commences à avoir plusieurs terrains, comme par exemple même une guilde, bon, la guilde pourrait faire plutôt des partenariats. Donc ça dépendra comment est-ce que ça peut se situer.
Mais la première raison, c'est déjà si tu as plusieurs terrains ou que tu n'as pas le temps de le faire toi-même, parce qu'il y a le cas de figure aussi de pas mal de gens qui veulent être lane à honneur, mais ils n'ont pas forcément envie de farmer jusqu'au niveau 8, enfin, jusqu'au l'hôtel de ville niveau 10. Euh, donc du coup, en fait, de leur point de vue, et surtout la différence, c'est que eux, ils vont recevoir des Mavia tokens. Dans l'autre cas de figure, en fait, les gens reçoivent et tu vois, ils reçoivent en fait, ils se partagent des rubis qui gagnent dans le jeu. Dans ce cas-là, en fait, tu reçois des tokens Mavia. Donc peut-être que toi, en tant que lane owner, vu que tu as acheté tes terrains en Mavia, tu peux peut-être continuer à récupérer des Mavia plutôt que de récupérer des rubis. Ça Ok, sera une stratégie qui sera propre à chaque lane owner. Est-ce que le renting fait sens pour lui? Est-ce que le partnership fait sens pour lui? d'accord. On continue un petit peu les questions. J'essaye d'enchaîner pour que tout le monde ait le droit à une réponse. Donc une autre question de Roger qui demande quel sera le niveau d'investissement requis pour que des joueurs commencent à jouer. Est-ce qu'il faut seulement une base? Est-ce qu'il faut une base plus un héros? Voilà, c'était un petit peu la question. Quel va être l'investissement minime pour justement jouer? Alors, bah, disons que, mis à part le fait que tu peux jouer sans rien du tout, parce que tu peux faire un partenariat, dans ce cas-là, tu as besoin d'investissement zéro, partenariat. Si tu fais un renting, bon, bah, tu as besoin d'avoir un micro-investissement. Et si tu achètes un terrain, bah, naturellement, déjà, on peut compter le terrain. Ensuite, on a. Alors, ça dépendra à quel level on le garde. Pour l'instant, on est parti sur l'idée de débloquer le premier héros au niveau 1. Ce qui veut dire que ce ne sera pas forcément une obligation. Tu peux très bien farmer et puis l'avoir comme ça dans le jeu. Mais a priori, je pense que le premier héros risque d'être un petit peu quelque chose qui sera assez inévitable. Le reste, je pense que ce sera quelque chose. La plupart des choses, tu pourras gagner dans le jeu, sauf si tu veux, je sais pas, d'autres héros ou d'autres statues ou d'autres trucs comme ça, qui sont justement les NFT. Les NFT, c'est contre des tokens Mavia, les autres, c'est contre des rubis. Le Mavia, tu ne les gagnes pas dans le jeu. Les rubis, oui. Alors, très bien. Il y a une question qui est très intéressante et c'est vrai qu'on n'a pas vu encore d'extrait. Je pense que ça viendra. C'est Token qui nous pose la question. Le gameplay, concrètement, il va ressembler à quoi? Alors, concrètement, ça va se ressembler à quelque chose comme Clash of Clans, d'accord? Comme je l'ai montré au début. Le principe, c'est de se reposer sur ce genre de jeu et par-dessus de construire avec notre propre univers, notre propre direction artistique et des features en plus, comme par exemple les wager match, qui sont, comme je vous l'ai dit, des matchs où vous mettez vous rentrez en compétition avec une personne, soit une personne précise, soit quelqu'un qui est vraiment à un niveau très proche du vôtre et vous allez mettre un certain nombre de rubis sur la table et le gagnant prend tout. On a les Clan Wars aussi qui seront ajustés avec. En fait, si tu veux, le simple fait de rajouter toute la notion de play to earn là-dedans, si tu veux, ça force à rajouter plein de choses qui sont uniques. Je vous en ai même pas cité un quart, mais par exemple, on a le coffre de guerre, on a la banque. Ce sont Alors, des principes où tu j'ai peux. une, Oui, ouais, désolé, je te coupe un petit peu, mais oui, je me permets de rebondir justement puisque vous mentionnez justement pas mal Clash of Clans. oui. Euh, Est-ce que ça risque pas trop d'être similaire à Clash of Clans si demain, je sais pas, dans 6 mois, Clash of Clans annonce que eux aussi vont faire un play to earn, une version free to play avec des tokens. Est-ce que C'est-à-dire que. Ouais. ouais, est-ce que Mavia se différencie assez pour coexister si Clash of Clans devenait un jeu NFT, un jeu pardon play to earn? Déjà, un, par l'univers concret, deux, par les features qu'on rajoute et notre propre intégration du modèle Play to Earn. Parce que ça, je veux te dire que d'un jeu à l'autre, ça fait quand même une belle différence, hein. Tu peux prendre le même genre de jeu, par exemple un jeu type construction, type Age of Empire, ou type Quake, ou type ce que tu veux. Tu sais, des types de jeux, il y en a beaucoup, c'est pour ça que je suis pas inquiet par rapport à... Le, le fait est que quand tu développes un jeu, tu peux essayer de chercher une... enfin, il y a quelque chose comme toute l'industrie du jeu est basée sur l'itération d'un concept. Et du coup, à chaque fois, en fait, ça évolue dans quelque chose de nouveau. Et avec des choses qui sont en plus, des choses qui sont en moins, et ça crée la personnalité du jeu. Surtout si le art style et sur la DA, etc., est bien forte. Euh,
Du coup, je sais pas, comment dire, s'ils commençaient à le faire dans 2 semaines, je pense que ce serait un problème. S'ils le font dans 2 ans, je pense que c'est moins un problème. Ok. Et parce qu'on aura trouvé le temps de voler dans nos propres directions. Ok, très bien. Parce que puis justement une question d'Alexis qui demandait est-ce que c'est pas trop conforme justement à Clash of Clans, car l'évolution des murs rappelle fortement celle de Clash of Clans. Non, parce que en fait, la première chose déjà, c'est que bon, si tu regardes le Apple Store par exemple, ou bien le Android Store, il y a carrément des copies comment dire, fermes, tu vois, de Clash of Clans, etc. Donc, on crée notre univers, on crée nos systèmes de jeu, etc. À la fin, quand tu verras, ça sera quand même différent. Mais ce sera le même gameplay. C'est comme si tu me disais, écoute, est-ce que PUBG ou Fortnite, tu vois, sont pas un peu trop similaires? Ben ouais, mais il y a un public pour les deux, tu vois. Et, c'est le même genre de principe que la discussion entre Fortnite Ok, et PlayerUnknown's Battleground, tu vois. très bien. Est-ce que les joueurs pourront créer leur propre terrain? Non, c'est pas prévu qu'ils puissent créer leur propre terrain. Ok. Les terrains, par contre, pourront être personnalisés et customisés. Et avec la possibilité de uploader son propre contenu, genre une image qui pourra coloriser, par exemple, la couleur de l'herbe ou des trucs comme ça, tu vois. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce qu'on peut faire, mais il y a quand même pas mal d'options de personnalisation, et pour les terrains, et pour les héros, et pour les statues. Ça, c'est un peu le but, quoi. D'ailleurs, ouais, vas-y. Vas-y. Ouais. Alors, je voulais continuer sur les questions. Il y avait justement une question, je suppose que vous allez le faire. Encore une autre question de Roger qui nous demande est-ce que vous ferez des skins de base saisonniers type Halloween, Noël, etc., etc. Ouais, ouais, le but c'est justement, je vais adopter toute une stratégie avec Houdini, et ça me permettra en fait d'update tous les bâtiments du jeu, tous les assets en fait avec de la neige, avec des citrouilles, avec des œufs de Pâques, avec tout ce que j'ai tu vois, pour avoir quelque chose qui évolue en fait avec les saisons. On va essayer d'aller un petit peu plus vite sur les questions, parce qu'il y en a pas mal et puis on commence déjà à dépasser l'heure. Donc on va essayer de répondre un peu à toutes les questions, puis on laissera Yvan terminer sa présentation, parce que je crois que tu avais encore d'autres choses à nous montrer. Donc si vous avez une dernière question, c'est le moment de la poser. Sinon, on va vite fait passer en revue celle qui avait été posée. Donc il y a Home qui nous demande, donc pour les landes vendues, ce sera une lande, un joueur, ou est-ce qu'une lande peut être possédée par plusieurs joueurs? Par exemple, est-ce possible pour une guilde de joueurs de développer un seul même land à plusieurs? Non. Alors, oui et non. C'est-à-dire, oui, un joueur peut posséder plusieurs terrains. Donc, c'est une adresse, une wallet peut posséder plusieurs terrains. C'est ce qui se passe avec les guildes qui achètent des terrains pour leurs joueurs. Mhm. Et la façon dans laquelle ils vont jouer avec leurs joueurs, c'est d'établir en fait soit un partenariat, soit un système de renting. A priori, ce sera le partenariat. Ils pourront changer le partenaire. Donc, voilà. Je ne sais pas si la logique, c'est de changer 10 fois le partenaire par jour, mais en tout cas, via ce système, ils pourront certainement en tout cas changer le partenaire comme on leur veut, comme on leur semble. Et Mhm. voilà, ça serait passé au système-là. Donc oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Ok, Mais très juste par bien. rapport à ça, je veux demander un petit truc. Du coup, les NFT, ils seront à qui? Au propriétaire de la lande ou aux joueurs? Le NFT, il est au propriétaire de la land. Ok, donc et les héros pareil, héros et tous les trucs dessus pareil. Exact, ouais. Ok, ok, ok. Merci pour la précision. Exact. Ok, donc on va pouvoir continuer sur les questions. Bah ça, je suppose que oui, puisque vous avez déjà l'air de bosser sur des trailers. Mais il y a Esteban qui demande est-ce que vous allez créer des histoires pour les héros? Oui, exactement. Donc en fait, chaque personnage, qu'il soit une unité ou un héros, on écrit pas un backstory parce que je pense qu'on s'en fout un peu, mais c'est une personnalité en tout cas. Chacun a une personnalité et on va les exploiter, ces personnalités, les utiliser dans les trailers pour vraiment les faire ressortir, pour montrer, et regarde, je te donne un exemple, on a une suicide car qui agit comme un petit chien, et en fait, Mhm. elle est contrôlée par une IA, et à chaque fois, sa destinée, c'est de foncer dans les murs et l'exploser, tu vois. Mais elle le sait pas. Et du coup, dans le trailer, tout le monde la voit toujours comme un petit chien, tu sais, qui bouge son antenne comme un.
comme un petit chien, et qui lui font ouais, t'inquiète, il commence à lui scotcher en fait des explosifs dessus, tu vois. Et, euh, et lui, il est juste attiré pour aller rentrer dans les murs. Donc après, on lui fait une expression pour lui faire crier quand il va foncer contre le mur, tu vois, et exploser. Donc on essaie de créer un peu une. Je peut-être pas pris le meilleur exemple, mais. C'est très Euh, animals friendly. c'est ça, et attends, accroche-toi, la version héros, on est pensé à un bus, tu vois. Ah oui. Le bus suicide. Il y a une question qui est Ouais. très intéressante, qui est est-ce que le jeu verra intégrer d'autres collections en skin, par exemple? Admettons, projet Cyberkongs, où on peut en penser à d'autres projets, les Punk, ou est-ce qu'il y aura des partenariats avec d'autres projets NFT pour avoir plus de skins? Pour l'instant, c'est pas prévu. On- En tout cas, moi, j'ai pas prévu ça. Peut-être que mon partenaire, oui, mais ça veut dire que du coup, je peux pas te répondre là-dessus pour l'instant. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y Et aura... j'ai rien Alors, entendu de la sorte. ok, je crois qu'il a répondu en disant qu'il y avait eu plusieurs... que tu nous avait juste montré un bout de la carte et que la carte, elle était beaucoup plus grande. Donc la question est reposée, est-ce qu'il y aura de nouvelles ventes de land après ou est-ce que le supply est uniquement fixé à 4600? Mais je crois que tu as répondu en disant que tous les 3 mois, le terrain allait Ouais, s'agrandir avec c'est de plus ça. en plus de land. C'est ça, pour l'instant en tout cas, on est sur l'idée d'avoir un. Alors c'est un soft cap du coup les 4006 parce que ça va être release à peu près similairement, genre tout 5000 ou un truc comme ça, jusqu'à arriver aux 100 000. Et 100 000 c'est supposé être du coup notre cap. Après, quand on en sera là, on révisera, on regardera, on discutera avec les holders de Mafia Token, les owners de Land qui sont amenés à voter si oui ou Donc non ils en veulent plus ou pas. pour C'est le comme ça moment, qu'on il n'y a définira pas, si oui ou non on surpassera ou non les 100 donc 000. il y a pas de, voilà, il y a pas de supply définitive pour le moment. Si c'est 100 000. Ok, Si c'est 100 000 pour l'instant. 100 000, c'est vraiment là-dessus qu'on reste. ok. La seule raison pour laquelle on voudrait passer par-dessus, c'est si Hmm. c'est voté par les Ouais, Mavia ok, holders d'aller au-dessus. ok, très bien. Est-ce qu'il y aura une différence avec les lands du coup Gen 0, donc on va dire la première vente, ou c'est juste esthétique? Oui, bah, en fait, on sera tout simplement dans un biome différent, donc là, le terrain il sera complètement différent en termes d'esthétique. Voilà. D'accord. Parce que des fois, dans certaines collections, tu sais, si tu achètes la génération 0, finalement, la génération 0, c'est la meilleure pour rewarder les early adopters. Donc là, ce sera pas nécessairement le cas. Non, ce ne sera pas le cas. Il y aura juste le choix qui était assez populaire d'avoir la zone tropicale. Du coup, on a fait la zone tropicale pour les premiers. Mais autrement, à part ça, non, il n'y a pas de particulièrement de différence. Parce que je te rappelle qu'en fait, c'est pas juste une image, c'est vraiment un terrain de jeu, quoi. Donc tu peux pas faire que le gars il commence avec le terrain de jeu et il a déjà la moitié de son jeu qui est fini, tu vois, ou qui a trop d'avantages. Donc c'est pas juste un NFT, c'est vraiment ouais, un terrain sur lequel tu peux construire. Donc Ok. ouais, Donc, on veut un pied d'égalité pour tout le monde. voilà, je le dis pour tout le monde dans le chat. À partir de maintenant, je ne lirai plus enfin, on retournera à la présentation, disons, après la dernière question de Home qui a été postée à 22h04. Du coup, il reste encore quelques petites questions. Je vais en sauter quelques-unes hein, pour rester encore une fois un petit peu plus efficace. Donc, est-ce que du coup les skins et consommables seront échangeables et vendables? C'est pas prévu pour l'instant. Ok. Que les skins soient échangeables sur un héros. Le héros, oui, mais pas le skin. Est-ce que, donc du coup, il y a une question sur le prix. Je vais passer à la question de Home. Est-ce que toutes les ventes seront à ces prix? Donc 0,3 Ethereum pour qu'une personne puisse participer au Play to Earn. Est-ce que c'est pas un petit peu cher comparé à d'autres projets qui se focus sur comment bâtir sa communauté comme une estate? Euh, donc voilà, c'est plus une question au prix. Est-ce que ça fait pas un prix d'entrée qui est peut-être un petit peu haut pour les gens qui voudraient participer au Play to Earn? Je ne suis pas renseigné sur tous les projets, mais en tout cas, le fait est qu'avec un terrain, clairement, tu as de nombreuses façons de gagner de l'argent avec les rubis, etc. Ce qui fait que ça en fait quand même un NFT un peu particulier. Je ne sais pas si je compare ça avec, par exemple, un Axie dans Axie Infinity.
Il y a quand même plus d'usages que tu peux faire avec les terrains, puisque tu peux les louer, tu peux les rent, tu peux jouer avec, tu peux juste avoir ta petite sœur qui est partenaire avec toi. Euh, tu, tu as quand même un peu déjà tout un... Et le but du jeu aussi, c'est de faire en sorte que les gens, à la fin, ils arrivent à en gagner quelque chose, tu vois. Euh, donc, c'est en tout cas que ça qui a été défini pour l'instant. Donc, je sais pas, je pense que ce que j'ai remarqué, c'est dans cet univers, le mot cher est extrêmement subjectif. Ok. On va répondre à la dernière question qui a juste été postée par Ephraim ou Ephraim. Je sais pas trop comment prononcer encore une fois les pseudos, mais sur une map, il y aura combien de joueurs qui vont s'affronter? Est-ce que c'est toujours du 1 vs 1 ou est-ce qu'il y a des modes de jeu qui vont voir plus de gens s'affronter? Alors, on a les Clan Wars, qui sont des game modes en fait qui vont faire participer tout un clan contre un autre clan. Euh, Et du coup, ça, c'est les seuls moments où tu pourrais être amené à être plusieurs. La plupart du temps, sinon, une chose que je n'ai pas précisé, mais c'est que si on a plusieurs personnes, on a un partenaire, par exemple, on ne peut pas jouer à deux en même temps sur la map. Le principe, c'est que la personne qui en prend le contrôle, en prend le contrôle. Euh, mais la personne qui loue un terrain ne peut pas faire de dégâts, si tu veux, sur ta base. Il peut réajuster l'emplacement des murs, etc. Il peut upgrade avec de l'or et du pétrole tous les bâtiments qui peuvent l'être comme ça. Mais le headquarter, donc on appelle ça l'hôtel de ville, lui par contre, en fait, il a besoin de rubis pour être grid, donc tu gagnes le jeu. Et ça, par contre, toi, en tant que personne qui loue, ou bien qui fait un partenaire, c'est pas ta responsabilité d'upgrade le HQ de ton landowner, tu vois. Donc, du coup, en fait, c'est lui qui fera ce genre d'action où ça dépense des rubis. Mais toi, en tant que personne qui utilise le terrain, tu peux avoir accès à améliorer les buildings, etc., etc. Ou les replacer, ou changer complètement la orientation, ou préparer tes unités et partir au combat. Alors, je vois qu'il y a une question, les rubis, on en fait quoi? Les rubis, justement, l'idée, c'est d'avoir énormément de façons dans les utiliser. Donc, je peux vous montrer maintenant à l'écran une simulation sur laquelle je travaille, qui est en fait est en train de simuler le flow des rubis, d'accord? Et l'idée, c'est qu'en fin de partie, tu as plusieurs façons de faire. Soit tu perds la partie. Là, on est sous le cas d'un attaquant. Donc, je vais venir à ta réponse, d'accord, pour les rubis. Juste, je te montre le flow. Donc, en gros, si tu perds, si en fait tu ne fais pas assez de dégâts à l'adversaire, n'est-ce pas? Tu gagnes à partir d'une étoile, tu vas gagner en fait un rubis. Ce rubis, nous, on va le minter, on va le créer. Et ensuite, si tu gagnes 2 étoiles, donc comment tu gagnes les étoiles? Soit tu détruis 50% de la base adverse, soit tu détruis son HQ, son thème de ville, soit tu détruis à 100% sa base. Si tu détruis à 100% sa base, tu fais 3 étoiles. Dans ce cas-là, en fait, on ne mint pas des rubis, mais tu en voles à ton adversaire. D'accord? Et lorsque tu en voles, il y a une partie qui est brûlée. Donc, tu vas d'un côté créer, de l'autre vol entre joueurs, et de l'autre côté, on en brûle. Ce qui fait que on essaie de trouver un équilibre, tu vois, dans ces forces-là. Ça, c'est le cas de figure quand tu attaques, on a le cas de figure quand tu te défends, et ensuite, on a le war chest qui peut se remplir. Le war chest, du coup, va récupérer tous les rubis qui sont en circulation, c'est comme une sorte de buffer, tu vois. Et ce war chest, tous les 3 jours, tu peux le cash out vers ta banque. Et là, dans ta banque, personne ne peut rien te voler. Donc, tu vois, pendant que tes rubis ils sont dans le war chest, ils sont susceptibles d'être volés en petites parties. De la même manière que tu sais que on peut te voler de l'oil, etc. Parce que c'est une game currency, tu vois. Les joueurs, entre eux, du coup, vont être amenés des fois à s'en voler. Et du coup, qu'est-ce que je peux te montrer ici? Ensuite, la première réponse que je peux te donner, euh, c'est comment on peut dépenser ses rubis. On a les consommables. Donc les consommables, c'est une forme qui... Alors, en gros, tu vois, un consommable, ça sert un peu à rien sur le long terme. Par contre, sur le court terme, c'est cool. C'est-à-dire que si tu prends une potion, ça va quasiment te garantir de faire une 3 étoiles. Donc ça peut être vu comme un investissement. Écoute, je buff mon héros et je vais tout défoncer sur la prochaine partie. Euh,
tu peux améliorer tes armées plus rapidement. Donc, tu sais que du coup, tu vas faire plus de rubis dans la journée parce que du coup, forcément, tu vas entraîner tes unités plus rapidement, donc aller au match suivant plus rapidement et enchaîner. Soit tu peux améliorer la rapidité de construction et du coup, naturellement, bah, tu passes les levels plus vite. Ou alors, enfin, ouais. Et ensuite, tu as le base shield. Quand tu utilises un base shield, en fait, ça doit te protéger de la prochaine attaque ou durant une durée de te faire attaquer. Du coup, en fait, ça t'évite de te faire parce qu'en fait, le seul problème quand tu te fais attaquer, c'est si quelqu'un te fait 3 étoiles. Dans ce cas-là, tu peux perdre des rubis. Et autrement, sinon, tu perds pas de rubis. Mais par contre, du coup, ça peut être embêtant, tu vois. Et du coup, là, ça te permet de t'en protéger. Ça, c'est la première gamme de trucs de dépenses. Le deuxième gamme de dépenses, c'est tous les investissements. Ça, c'est plus vu comme un investissement. C'est-à-dire que si tu achètes un héros qui est au niveau 1, le héros, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, mais il peut être bébé, il peut être ado, etc. etc. Peut-être que je vous montre. J'avais ça quelque part par ici. De toute façon, regarde, j'ai fait une page juste pour ça, qui te montre un petit peu tous les types de trucs qu'on va avoir à dépenser pour des rubis. Donc l'idée, c'est de créer énormément en fait, de raisons que tu peux dépenser et plusieurs raisons pour lesquelles tu dépenses. C'est-à-dire soit c'est pour t'avantager sur le court terme, soit c'est pour en fait améliorer ton héros sur le long terme, c'est-à-dire d'acheter un skin d'arme. Forcément, tu l'as rendu mieux et quand tu le revends, il aura forcément plus de valeur qu'avant que tu l'aies acheté. Parce que déjà, tu as ce perso plus 30 niveaux de plus peut-être 5 skins en plus. Et du coup, en fait, le principe, c'est de réussir à trouver en fait tout un équilibre au niveau de la simulation que je t'ai montré avant. Et les raisons, du coup, dans quoi tu peux les dépenser, tes rubis? Un, les héros. Certains héros qui pourront être achetables avec des rubis, pas que des mavias. Deux, les upgrades des héros. Trois, les skins pour les armures, pour les armes, pour les piédestals, tu vois, un peu comme ça. Donc la chauffe-lance, c'est à la base, qui peut être du coup customisé par un skin. Les héros, les pouvoirs, le skin du pouvoir. On a les pets, tu peux customiser leurs locaux également. Il y a pas mal de raisons, tu vois, de pouvoir consommer ces rubis. Et la décoration sur ton terrain, etc. etc. Et bref, je te passe encore les détails, mais il y a encore pas mal d'autres trucs comme la customisation du HQ, des tourelles, etc. Et ça, du coup, en fait, c'est totalement optionnel, tu vois, c'est de l'ordre du skin, mais quand tu le fais, tu sais que parce que tu peux revendre ton héros derrière, et ben si tu achètes 2 skins pour ton héros, au moment où tu le revends, il a plus de valeur qu'avant. Donc, c'est une autre façon de dépenser tes rubis. Soit tu les dépenses pour le court terme, soit tu les dépenses pour le long terme, soit tu les cash out. Tu fais ce que tu veux. Voilà. Mais au moins, tu as des options. C'est-à-dire que tu n'es pas face à genre, ah, j'ai du rubis, qu'est-ce que j'en fais? La réponse est, il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec. Et c'est justement ça le principe qui fait que c'est assez solide, parce que c'est le principe, quoi. Il faut que les rubis ils aient des raisons d'exister, en fait, et d'être dépensés et de circuler aussi entre les joueurs. De pas forcément trouver la solution à chaque fois dans le fait de minter. Parce que minter, c'est une chose, tu vois, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de que ça, tu vois. Il faut déjà brûler et puis il faut aussi échanger entre les joueurs. Voilà. Écoutez, je pense que on a fait vraiment un bon tour. En tout cas, le projet est tellement large que franchement, on pourrait faire une présentation de 4 heures. Du coup, je pense qu'on va plus ou moins arrêter le live pour ici. Et pour ceux qui auront un petit peu d'autres questions, ce qu'on a l'habitude de faire dans les collectionneurs, c'est ensuite de passer dans la partie bistrot pour ceux qui le veulent et d'échanger un petit peu plus librement et poser des questions directement pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc je sais pas, est-ce que Yvan, tu avais un petit mot de la fin? Peut-être en fait c'est le moment d'inviter ceux qui ont plus de questions à rejoindre votre Discord, puisque visiblement il y a des gens qui sont très intéressés pour en savoir un petit peu plus. Je suppose que c'est un endroit où ils vont avoir des réponses. Oui, bien sûr, bah, j'imagine qu'on mettra le lien sous la description de la vidéo, où elle sera, et on a le lien déjà sur le Discord. Vous l'envoyez maintenant. Et oui, Ouais, maintenant. Mhm. bien sûr, je vais l'envoyer des liens là, comme ça vous avez tout. Moi, j'ai une dernière question, peut-être. J'abuse un peu, mais voilà, j'ai le droit, je parle. Comment... En fait, moi, j'ai un problème dans le sens où si moi j'achète un terrain, c'est pour jouer. En fait, ça me dérangerait
que quelqu'un d'autre joue à ma place dessus et quelqu'un d'autre fasse la base comme il veut. Est-ce que j'ai compris qu'il n'avait pas tout pouvoir, donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'il ne pourra pas faire, mais ouais, je sais pas. Ça me plaît pas trop, quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce qui t'inquiète particulièrement? Bah, Juste qu'il te bouge un mur ou bien par principe ou est-ce que c'est je sais pas, c'est mon parce qu'il y a quelque truc, j'ai chose que envie de tu n'as le pas qu'il construire comme je fasse? veux, j'ai pas envie que quelqu'un d'autre fasse ce qu'il a envie dessus. Ah, Genre, le problème, en fait, c'est que tu es obligé de lui laisser un peu de latitude. Parce que sinon, pour lui, louer un terrain, c'est pas intéressant s'il peut rien faire. Et ouais, le mais problème, c'est qu'il a deux choses à faire. Un, défendre la base. Deux, attaquer. Donc, en cas d'attaque, tu es d'accord que c'est OK qu'il utilise ses unités et qu'il les entraîne et qu'il les utilise. Et en défense, il a besoin aussi d'être là pour réajuster les murs quand il s'est rendu compte qu'il y avait tout le monde qui passe par la gauche. Bah, au bout d'un moment, tu fais quelque chose. Tu solidifies la gauche. Donc, il a besoin d'être là pour, en fait, déplacer les murs, les améliorer également dépenser l'or et le pétrole que tu collectes. Et je te rappelle que dans des jeux comme Clash of Clans, quand ta réserve elle est full. Hein. Donc ça, c'est à ce ouais. moment-là, faut l'utiliser, sinon on continue de te le voler. Donc, et ben, c'est le principe d'avoir quelqu'un qui s'en occupe. Et pour que s'en occuper, il faut qu'il ait un peu de contrôle, tu vois. Ouais. Dans Mais cet genre, il endroit. pourra pas acheter des héros ou les upgrader. Non, c'est ça, je te l'ai dit. Il pourra dépenser aucun rubis pour toi. Il a ses rubis, tu as tes rubis. Mais il peut pas dépenser tes rubis. Par Ouais, contre, il ok. peut dépenser ton oil et ton gold, tu vois. Il peut utiliser ton or et ton pétrole. Parce que ça, tu vois aussi, c'est un élément en fait qui fait juste améliorer les bâtiments. Tu peux rien faire de mal. Ça, tu peux pas cacher out ça de toute façon, le gold et le oil, tu vois. Ouais, mais en C'est juste fait, il faudrait que j'achète deux ressource de terrains, base. quoi. Un pour moi, un pour le louer, en fait. C'est ça le problème. Ah, yes, c'est bon, il Ouais, y a trop de problèmes. exactement. C'est ça. Si tu veux jouer, joue. Moi, je pense que je veux aussi définitivement. J'en ai marre, j'en ai marre. Bon, faut que je me fasse whitelist maintenant. Comment je fais? Bon, Pour les waitlists, faudra regarder le document sur le site ouais. comment ça marche les waitlists, mais j'ai vu qu'il y avait quatre façons différentes de Ouais, participer. ouais, je Je sais regarderai qu'en ce moment, ça, il y je a pas mal regarderai ça. de fan art et de memes qui sont en train d'être créés. Il y en a certains qui sont très drôles. Ok, bah écoute, je pense qu'on peut arrêter le live là. Merci pour la petite présentation. Bon, moi, je m'abstiens quand même aussi de quelques questions, sinon ouais, je pense qu'on va rester pendant des heures, hein, comme tu as dit, Max, ça c'est sûr. De toute façon, on En peut tout... rester là après le live, hein, ceux qui ont des questions, Ouais, reste encore voilà. ici. Et puis, On va rester, des questions. on peut aller dans le bistrot un petit peu, discuter, il n'y a pas de souci. Merci Yvan d'être revenu chez nous pour nous présenter ton deuxième jeu. Et Plaisir. bah, à la prochaine Et pour des oui, et nouvelles, hein, la dernière j'espère. question, le premier jeu, que devient-il? Alors, bah, le premier jeu, il est mis en stand-by pour l'instant. Je dirais malheureusement, mais heureusement, parce qu'en fait, si tu veux, j'en suis arrivé au point avec l'autre projet où il est prêt à être pitché. Il est prêt à passer à la production d'une certaine manière, tu vois, à avancer avec une équipe plus grande. Ben, guess what? Du coup, maintenant, ça va être possible parce que, du coup, avec Scryse, on va travailler sur mon jeu, en fait, après Mavia. Donc Donc c'est une- Scryse a l'ambition, d'ailleurs, ça je n'ai pas dit, mais Scryse a l'ambition de bosser du coup sur plusieurs jeux. Donc on n'est pas sur un one-shot, on n'est pas sur un jeu, on est vraiment sur l'idée d'avoir, on va lancer deux productions de deux autres jeux en parallèle, dont celui sur lequel je bossais pendant 2 3 ans. Et il aura sûrement des changements, il va sûrement être quand même pas mal retransformé, mais que pour le meilleur. Et voilà. Et l'idée c'est d'être un petit peu avec Scryse comme une sorte de Supercell en fait dans l'univers des cryptos, quoi, et d'intégrer le modèle play to earn de façon assez, comment dire, qui s'inscrit sur le long terme, tu vois. C'est pour ça que je fais toutes ces simulations, c'est pour ça que j'essaie vraiment de trouver des moyens de faire en sorte que ça tienne debout, tu vois, et pas que ça soit autrement. Donc, et là, les simulations sont bonnes, du coup, c'est vraiment très réjouissant, quoi. Donc là, l'année 2022 va être assez folle et voilà. Donc du coup, je vous invite à nous rejoindre. Mm. Bah écoute, merci pour les nouvelles. On a hâte, que ce soit pour Maeva ou pour ton autre projet. Maeva. Mafia. Mavia, pardon. C'est pareil, quoi, c'est bon. Je connais pas de Maeva. Moi non plus, mais bon, c'est pas grave. Merci Eddy. Euh, Bah écoutez, merci à tous d'avoir assisté à ce live des collectionneurs. Merci à toi Yvan d'être revenu pour nous expliquer un petit peu ce concept qui a l'air vraiment très très intéressant. Notamment nous parler de Scryse, de Mavia.
Et aussi savoir que finalement, la suite de ton premier live, eh ben, finalement, c'est que le jeu Infectio sera probablement développé par la suite aussi par Scry Studio, dont tu es maintenant le directeur exécutif, c'est bien ça, et producteur. Et que tu as 6 Ah, casquettes. c'est ça, exactement. Ça fait beaucoup de casquettes, hein. Beaucoup Parfait. de travail. Bon, bah Bonne écoutez, soirée à la rediff. je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et puis, bien sûr, ceux qui veulent rester pour poser des questions suite au live sont bienvenus. Bonne soirée à tous. Ah oui, et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, hein. Bientôt, voilà, j'ai oublié.